Mesdames et messieurs, madame, chers panélistes, monsieur le consul général, cher Oleg, le président de l'université est malheureusement retenu ailleurs ce soir. La rencontre de ce soir lui tenait beaucoup à cœur. Il a donc prévu un message vidéo enregistré qui vous sera diffusé à l'issue de ces quelques mots d'introduction. Et faute de grive, on mange des merles. C'est donc le vice-président Europe, moi-même, qui prononce ces quelques mots d'ouverture. Pourquoi est-ce un plaisir et un honneur tout particulier de vous saluer ici, madame? Je vais apporter une réponse qui fera parler le jeune étudiant germaniste que j'étais il n'y a pas encore si longtemps. Jeune étudiant germaniste, donc j'aimais me perdre dans les rêves qu'inspirent les noms multiples, variables, fluides de territoires cosmopolites, multilingues, multiconfessionnels, irréductiblement européens, qu'on appelait en français les confins militaires. Les confins militaires, un nom qui paraît sortir d'un roman de Julien Gracq, plus poétique quand c'est les confins que quand c'est la frontière. Derrière ce nom, il y a une bande de territoire qui s'étendait de l'actuelle Croatie jusqu'au centre de l'actuelle Roumanie vers la frontière avec l'Ukraine. Ces territoires sont nés de la guerre, de la séparation des peuples, de la séparation des confessions. Et pourtant, par une de ces ruses que l'histoire affectionne, cette grande région est progressivement devenue un haut lieu de mélange, d'échange, un territoire très profondément européen et un territoire de liberté. Dans ce vaste couloir, l'attention, forcément, j'étais germaniste, l'attention se portait beaucoup sur la frange nord des confins militaires, la Bucovine, aujourd'hui partagée entre la Roumanie et l'Ukraine occidentale. Il faut ne pas connaître cette histoire-là pour croire que l'Ukraine ne serait pas européenne. La Roumanie et cette Bucovine roumaine, c'est par exemple le berceau de Paul Celan, et je m'en voudrais, dans une soirée consacrée à la réception française de la poésie roumaine, de ne pas citer ce nom au moins une fois. Mais la puissance poétique du nom Bucovine n'égalait pas celle des autres noms de régions des confins militaires, de ces fameux confins situés pourtant au centre, et qui cultivait l'Europe et la liberté. Et au premier rang de ces noms mystérieux, il y avait le Banat de Temeshvar. Quel nom, bon. Temeshvar, qui est bien sûr ce Timișoara où vous êtes né en 1942. Mais le paroxysme du sentiment européen de ma jeunesse étudiante devant ces noms mystérieux et fluides de villes multilingues culminait bien sûr devant le sentiment qui me prenait quand je constatais que le pays d'au-delà les forêts, la Transylvanie, est aussi le pays des 7 forteresses, Siebenbürgen. Et dans cette région, une foultitude de noms évoquait l'histoire, le mélange des peuples, des langues. Kolozsvár, qui est aussi Cluj, Napoca, où vous avez publié vos premiers poèmes. Et puis la ville qui n'a pas 3 noms, comme beaucoup d'autres dans cette région, mais 5. Károlyi-Fehérvár, pardon pour le hongrois, Gyula-Fehérvár, Karlsburg, Weissenbrich, Alba Iulia, ce dernier lion, ce dernier nom, bien sûr le plus beau, le plus extraordinaire de tous, la ville blanche des Césars, sortie d'un rêve de Trajan. Et tout près d'Alba Iulia, il y a ce village, Blandiana. Et grâce à vous, madame, un nom s'est ajouté à la cartographie poétique de l'Europe et de la liberté, Blandiana, la ville natale de votre mère. Votre poésie perpétue l'esprit de ce pays d'au-delà de la forêt, des 7 citadelles, ce pays de l'Europe, ce pays de la liberté, ce pays où la langue est une matière politique, où la langue est une matière de liberté. Cette région
à une conscience européenne née de l'adversité, de la guerre, de la division, de l'intolérance qui ont paradoxalement créé l'environnement de cosmopolitisme et de liberté. L'oppression, le chauvinisme, la surveillance au fil des décennies de cette Europe centrale, dans tous les sens du terme, n'ont fait que renforcer l'esprit de résistance et de liberté. Alors, devant cette situation, on peut se demander, en suivant l'un de vos poèmes les plus célèbres, si le peuple des confins est un peuple végétal. Je laisserai à d'autres le soin d'en débattre. Pour ma part, je pense que ce que nous dit Blandiana, c'est que la liberté a autant de noms que les roses, et que dans toutes les langues de cette Roumanie si profondément, si irréductiblement européenne, la liberté, comme les roses, n'a pas fini de fleurir. Bonne soirée. Et nous allons maintenant passer la vidéo préparée par le président qui a lu tout. Monsieur le consul, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs, chers collègues, chère Anna Blandiana, c'est un grand honneur, madame, que vous nous faites ce soir. Je suis pour ma part confus de ne pouvoir vous accueillir que par vidéo interposée. Mais c'est que malgré les impossibilités d'agenda, je tenais absolument à vous saluer et à vous remercier le plus chaleureusement du monde. Les usages nomment une telle prise de parole en ouverture d'une rencontre ou d'une conférence mot de bienvenue. L'expression pourrait paraître galvaudée et superficielle. En réalité, dans sa simplicité triviale, ce soir, permettez-moi de souligner combien ce mot de bienvenue recouvre toute son épaisseur humaine. Combien vous êtes parmi nous ici véritablement la bienvenue. Si vous le voulez bien, vous êtes ici chez vous, à l'Université Lyon 3. L'un de vos premiers combats ne fut-il pas d'ailleurs d'étudier, de pouvoir vous inscrire à l'université, droit fondamental qui vous fut dénié 4 années durant. Cela ne vous empêcha pas d'obtenir par la suite votre diplôme de philologie romane à l'Université de Cluj, université avec laquelle nous sommes en relation étroite dans le cadre des chers Senghor de la francophonie, je le dis simplement en passant. L'interdiction reviendra presque 30 ans plus tard, quand cette fois, ce seront les enseignants de toute la Roumanie qui n'auront pas le droit de citer votre œuvre, ni même votre nom, dans leurs cours de littérature. Cela fait donc sens pour nous de pouvoir ce soir vous accueillir dans une université et d'y célébrer votre œuvre. Cela fait sens de pouvoir, ce soir, vous accueillir dans une université qui porte le nom d'un grand résistant, Jean Moulin. Et les cordes, les fils ne peuvent que se tendre d'époque à époque. Que Sillette, la ville où vous avez, avec votre époux, fondé dans une ancienne prison le mémorial des victimes du communisme et de la résistance, que Sillette donc soit également la ville natale d'Elie Wiesel, achève de tisser ce lien entre les crimes du communisme et l'histoire de l'antisémitisme et de l'Holocauste. Or, à quelques mètres de notre université et de la manufacture des tabacs, se trouve une autre prison, celle de Montluc, où fut torturé Jean Moulin. De votre engagement témoigne votre œuvre entière, et il serait vain ici de prétendre résumer une telle œuvre et une vie de courage et d'opposition au totalitarisme. Au sein de cette œuvre plurielle, c'est votre travail poétique que je solliciterai tout particulièrement ce soir. Partout, votre engagement s'exprime, par exemple dans le fameux poème « Tout » ou « Nous avons tout » selon les traductions, où la liste semble rejouer à des fins polémiques l'objectivisme américain et son rapport particulier au réel. C'est dans une revue d'étudiants d'ailleurs, la bien nommée Amphithéâtrou, que ce texte a paru. Nous revenons à l'université. Cette force d'opposition et de colère qui court dans vos poèmes nous est précieuse et elle nous est un rappel qui résonne tout particulièrement à nos oreilles, me semble-t-il. Le sommeil, ce sommeil qui traverse votre œuvre poétique, parfois pour dire l'abandon à l'amour, mais aussi pour signifier la passivité coupable d'une communauté face à la menace ou à la terreur, nous devons nous aussi nous en méfier et tenter de prémunir nos étudiantes et nos étudiants d'un tel engourdissement, même si bien sûr je n'oublie pas combien les contextes diffèrent. Votre poésie nous aide et nous aidera à la vigilance, non seulement parce qu'elle se choisirait pour thématique la lutte et l'engagement, mais parce qu'elle les incarne et parce qu'elle les fait vivre de 1000 façons, plus subtiles à chaque page, et par l'indirect, mieux encore parfois, que par le combat frontal. Métaphores, comparaisons, végétales par exemple, paraboles, sont autant d'invitations à répondre à ce que vous nommez vous-même en une belle expression, la fin de sens. La branche de sapin,
des spectres de sapins agitent des étendards de brume, prophétisant des fins nouvelles. Mais parmi nous, qui a la force de croire en des Cassandres de sapins? Restant sur place, à balayer de leurs chevelures les aubes voyageuses, fondant la vérité dans leur résine et l'incroyable dans le crissement du bois rompu, ils ne peuvent partir ni se changer en fantômes. Autour de ces sapins, le ciel et l'eau émigrent, le vent demande « Tu ne pars pas ?» La branche de sapin éclate en sanglots « Je suis chez moi ». De-delà même de ces significations, de ces combats, qu'ils soient directs ou indirects, je voudrais dire mon admiration pour les grands instants en lambeaux, tels que vous les nommez dans le poème intitulé « Dans le ciel ». Ces grands instants en lambeaux que sont vos poèmes. Et je voudrais dire également que c'est parce qu'ils sont tels que leur place est bien partout, et par conséquent ici à l'université, et que leur puissance résonne bien au-delà de décembre 1989 pour arriver jusqu'à nous dans la France de 2026. On peut en effet être frappé à vous lire par le caractère particulièrement interrogatif de votre poésie, comme s'il importait davantage pour vous de formuler les questions pertinentes que de prétendre dévoiler des réponses qui voudraient être des vérités. Les exemples sont multiples, notamment dans les 2 recueils récemment édités en France, à Lyon précisément, ces poèmes résistants et vos poèmes amoureux. L'un de vos poèmes du premier recueil se nomme même « Question » et se fonde sur une anaphore en pourquoi. Si les réponses font alors défaut, ou peut-être appartiennent-elles au seul lecteur, c'est pour une bonne raison, me semble-t-il, que vous formulez d'ailleurs au gré d'un poème cette fois extrait du second recueil que j'évoquais à l'instant. Dans toutes les questions, vous écrivez en effet ceci: c'est juste que les questions naissent uniquement quand il n'y a plus personne pour y répondre. C'est ainsi, me semble-t-il, toute une poétique de l'inachèvement qui se déploie, ou même l'ensemble est inachevé, pour vous citer encore, ou même la mort peut ne pas imposer un terme au colloque sentimental, ou mieux au colloque amoureux, dans les si belles variations sur un thème donné. Certes, l'université est un lieu de savoir et de connaissance, un espace et une possibilité de transmission, mais remplirait-elle réellement et pleinement son rôle si elle n'était également là pour interroger à nouveau frais les certitudes, pour déconstruire certaines évidences en réalité fragiles, pour interroger donc. Peut-être est-ce forcer le parallèle, et si tel est le cas, j'espère que vous voudrez bien m'en excuser, mais j'ai lu vos poèmes comme autant de textes attachés à ne pas attacher précisément. Il me semble que l'université, telle que nous essayons de la faire vivre ici, se donne également pour enjeu et objectif de regretter, comme vous le faites dans un texte intitulé « Le vieux point », que l'escalier est une fin, parce que dissoudre les contours, continuez-vous, permettrait, je vous cite, de les placer hors de portée de toute définition. Cette impossibilité constatée d'une absence de fin porte néanmoins l'espoir qui est aussi le nôtre et qui prend la forme d'un élan, d'une ambition d'ouverture, d'un refus de la clôture hâtive du sens pour aller sans cesse questionner. Définir nous importe, bien évidemment, mais douter aussi. Rien n'est statique, lit-on sous votre plume, et l'éloge du mouvement, de ce mouvement qu'est le questionnement, cet éloge qui traverse nombre de vos poèmes, me paraît être l'une des leçons que nous devons d'entendre ici, dans les murs de notre université, tant elle nous parle, tout simplement. Questionnement, mouvement, commencement et peut-être même plutôt recommencement, autant de propositions qui doivent nous permettre de faire de l'université un moyen et l'un des plus accessibles de lutte contre l'assignation à une identité sclérosée ou à un destin social, par la découverte de sa propre altérité, au moins comme horizon, comme possible. Je me ressemble d'autant plus exactement que je me suis plus étrangère, écrivez-vous dans un très beau texte intitulé « De plus en plus ». Puissent nos étudiantes et nos étudiants se reconnaître dans cet apparent paradoxe. Ils seraient alors eux aussi, chez eux, dans votre poésie, car je ne doute pas qu'ils y soient d'ores et déjà les bienvenus. La rencontre de ce soir le confirmera, j'en suis sûr, et pour cela également, je vous dis toute ma gratitude. Monsieur le vice-président, mesdames et messieurs, chers amis de la poésie, chers membres de la communauté roumaine,
Je souhaite tout d'abord remercier Monsieur le Président Gilles Bonnet pour le message qu'il nous a adressé. Même absent physiquement, sa participation en visio témoigne de l'importance que l'Université Jean Moulin Lyon 3 attache à cette rencontre. C'est pour moi un honneur d'ouvrir cette soirée avec l'une des voix majeures de la littérature roumaine et européenne contemporaine, Madame Ana Blandiana. Je remercie chaleureusement l'Université Lyon 3 pour son accueil et pour le partenariat fidèle construit au fil des années, notamment avec l'Institut international pour la francophonie. Cette collaboration repose sur une conviction simple et forte. La culture et la langue française sont des espaces de dialogue, de mémoire et de liberté. Il n'existe sans doute pas aujourd'hui dans la littérature roumaine de poètes disposant d'une aura comparable à celle d'Ana Blandiana. Sous le régime communiste, alors que la censure étouffait toute interrogation existentielle, ces poèmes ont préservé un espace intérieur de liberté. Très tôt confrontée à l'interdiction, elle a choisi de rester exilée de l'intérieur et de continuer à écrire. Comme l'a écrit Jean Poncet, elle fut de ceux qui ont maintenu la lucarne de la dignité. Après la chute du régime, elle ne s'est pas retirée dans le silence et s'est engagée dans la fondation de l'Alliance civique et a contribué à créer le mémoire des victimes du communisme à Sziget, afin, selon ses propres mots, de réapprendre la mémoire. Cette articulation entre la poésie et la responsabilité civique est au cœur de son œuvre. Comme l'a si justement écrit le professeur Jean-Pierre Longre, présent parmi nous ce soir, la nécessité de la poésie n'est pas d'expliquer le monde selon sa logique, mais de lui donner sens dans une perspective esthétique et morale. C'est précisément ce que nous découvrons à la lecture des poèmes d'Ana Blandiana. Son œuvre occupe une place privilégiée dans le cœur des Roumains parce qu'elle a su parler de leur existence, de leur peur et de leur espérance. Aujourd'hui traduite dans près de 30 langues, membre de plusieurs académies, lauréate en 2024 du prix Princesse des Asturies de littérature, Ana Blandiana est une voix de dimension véritablement européenne. Chaque traduction publiée en France contribue à rendre justice à son œuvre. Je remercie particulièrement M. Jacques André pour l'édition de la trilogie bilingue, ainsi que M. Jean Poncet et Mme Hélène Lenz pour leur remarquable travail de traduction. Traduire la poésie, c'est un acte de création. Grâce à vous, cette voix trouve en français une résonance nouvelle. Cette soirée marque le début de la tournée française d'Ana Blandiana. Après Lyon, elle poursuivra son chemin vers Marseille, Aix-en-Provence, Strasbourg et Paris. Partout, une question accompagnera ces rencontres. La poésie peut-elle sauver le monde ? Peut-être ne le sauve-t-elle pas au sens concret du terme, mais elle nous aide à préserver ceux sans quoi elle ne mérite pas d'être sauvée, la conscience, la mémoire et la dignité. Chère Madame Ana Blandiana, votre présence parmi nous, c'est un honneur pour la Roumanie, pour la francophonie et pour l'Europe culturelle. Et je souhaite enfin saluer le panel de ce soir. Je voudrais saluer M. Jean Poncet qui va assurer la modération de cette rencontre. Poète, traducteur et diplomate, il est l'un des grands passeurs de la poésie roumaine en France. Par son travail remarquable autour de Lucian Blaga et plus récemment par ses traductions des poèmes d'Ana Blandiana, il contribue depuis de nombreuses années au dialogue littéraire entre nos deux cultures.
Je tiens également à saluer la présence ce soir dans la salle de Madame Hélène Lenz, ancienne directrice du département d'études roumaines de l'Université de Strasbourg, qui a œuvré avec constance et passion à la promotion de la langue et de la littérature roumaine en France. Son engagement a permis à de nombreuses générations d'étudiants de découvrir la richesse de cette culture. Et je souhaite enfin remercier M. Jacques André, poète, écrivain et éditeur de la récente trilogie bilingue consacrée à l'œuvre d'Anna Blandiana. Son travail éditorial constitue un véritable acte de transmission. Et enfin, je remercie vous tous pour votre présence ce soir. Et je vous souhaite une très belle rencontre. Je vous remercie. Bonsoir, merci d'être là. C'est un immense plaisir pour moi que d'être ici entre Anna Blandiana et Jacques André, notre éditeur. C'est un plaisir parce que Anna Blandiana est une personne, une personnalité adorable, et parce que c'est une grande dame de la littérature et une grande dame de la société civique roumaine. Il y a quelques années, quand j'avais fait inviter Anna Blandiana au festival de poésie de Sète, j'avais traduit son dernier recueil de poésie à l'époque, Variations pour un thème donné, pour qu'il ait de quoi lire. Et un certain nombre de personnes m'ont dit « Oh, Anna Blandiana, pourquoi c'était quelqu'un d'important du temps de Ceausescu, maintenant la dictature est tombée, ça n'a plus d'importance. » Et cette remarque parfaitement fausse m'avait un peu énervé. Et donc ce soir, nous allons, avant de vous donner la parole pour lui poser toutes les questions que vous aurez envie de poser à Anna Blandiana, je voudrais converser avec elle devant vous et nous lirons quelques poèmes en roumain et en français de temps en temps dans notre conversation. Et l'objet de cette conversation, c'est de vous montrer que s'il y a bien deux dimensions chez Anna Blandiana, celle de, on va dire, d'activiste civique, pas politique, civique, et de poète ou d'auteur, d'écrivain. Ces deux dimensions sont intimement liées et Anna Blandiana, aujourd'hui, est aussi pertinente qu'elle l'était il y a 30 ou 40 ans. Voilà. Et avant de commencer, je voudrais remercier tout particulièrement Hélène Lenz, le consul général en a déjà parlé, Hélène Lenz qui était la doyenne du département de roumain de l'Université de Strasbourg, quand elle a traduit au début des années 90 à un moment où quasiment rien de la littérature roumaine n'avait été traduit en français, elle a traduit 2 recueils au lendemain de la chute de Ceausescu, dans les années qui ont suivi, 2 recueils qui constituent le premier volume de ses œuvres, Poèmes résistants. Et je dois dire que sans Hélène Lenz, peut-être que je ne me serais pas lancé dans cette publication au long cours, mais je me suis dit qu'elle avait déjà fait le tiers du travail, ça serait donc un peu plus facile de terminer. Voilà, donc merci Hélène Lenz. D'accord. Alors, on va commencer chronologiquement. Et je voudrais
on ne va pas le lire en roumain tout de suite, mais je voudrais vous lire un poème qui va être notre point de départ. Un poème écrit en 1984, de mémoire. Tu peux. Je m'excuse, mais vraiment, c'était nécessaire avant de lire. Tout d'abord, de remercier pour cet extraordinaire accueil. Je suis profondément intimidée, même si l'importance de cet accueil, c'est pas parce qu'il s'agit de moi, c'est parce que il s'agit d'un poète venu de l'Est, d'un pays où la poésie et les poètes sont plus importants que dans l'Occident. Et c'est parce que notre histoire a été plus dure et parce que la souffrance est la meilleure matière première pour la poésie et pour l'art en général. Eh bien, on semble que c'est un paradoxe, le fait que dans les dictatures, la poésie est plus importante que dans la liberté. Mais non, c'est pas un paradoxe, c'est normal, parce que en poésie reste toujours les dernières molécules de liberté d'une société. Et les gens viennent vers la poésie pour respirer ces dernières traces d'une liberté en train de disparaître. Eh bien, en plus, la poésie est l'art la mieux... elle a une caractéristique qui le fait la bien placée pour s'opposer à la censure. Parce que la poésie a la métaphore comme l'instrument de base. Et la métaphore, c'est une comparaison sans un terme, qui a perdu un terme. Ce terme, il ne faut pas être dit par le poète. Il est suggéré, mais de toute façon, la poésie, ce n'est à moitié aller entre poète et lecteur. Au-dessus de la tête de la censure. Et c'est normal que ces deux caractéristiques donnent à la poésie, et pas seulement en Roumanie, dans l'Union soviétique, en Pologne, en Hongrie, en Bulgarie, la situation a été la même. D'ailleurs, même le fait qu'après 89, en Bulgarie et en Hongrie sont devenus vice-présidents et présidents du pays des poètes, plus Havel dans la République tchèque. Enfin, c'était clair que la littérature et la poésie, en plus, la poésie qui est une sorte de l'essence de la littérature, a été quelque chose vraiment présente dans les dictatures. Elle représentait vraiment quelque chose. Eh bien, je sens que votre recueil et votre présence ici, et je remercie aussi aux Roumains qui se trouvent dans la salle, est un hommage pour tout ce phénomène, pas seulement pour mon nom, pour ma poésie. Et dans le même temps, ce qui
on peut dire que, en général, les gens dans des conditions extrêmes deviennent plus profondes, si on peut dire. On peut dire ça même du fait que dans les dernières au moins 10 années, enfin plus, même dans l'Occident, la poésie est devenue, les festivals de poésie sont de plus en plus nombreux. Le nombre de festivals sont en croissance exponentielle. C'est vrai que moins en France qu'en Italie, en Espagne, en Allemagne aussi. Et ça, probablement parce que les temps est de plus en plus compliqué et parce qu'après des décennies de consommation, de matérialité extrême et exclusive, les gens sont arrivés à un point où, sans la nécessité d'autre chose, ils sentent que la religion perdue, presque perdue, il faut mettre en place quelque chose, une sorte de spiritualité. Et la poésie peut être ça. Merci. Donc, je voudrais commencer par lire un court poème qui va être le point de départ de notre conversation. Ce court poème est intitulé « Moi, je crois ». Moi, je crois que nous sommes un peuple végétal. Sinon, où prendrions-nous ce calme dans l'attente de la défeuillaison? Où trouverions-nous le courage de nous laisser glisser sur le toboggan du sommeil jusqu'au seuil de la mort, ou presque, avec la certitude que nous serons capables de naître à nouveau? Moi, je crois que nous sommes un peuple végétal. A-t-on jamais vu arbre se révolter? Alors, ce poème fait partie d'un ensemble de 4 poèmes publiés en 1984 dans une revue étudiante, la revue Amphithéâtre. Et ce poème a valu à la revue d'être fermée pendant un certain temps et à Anna Blandiana d'être interdite de publication pour la 2e fois de sa carrière. La première fois, c'était lors de son premier poème, et c'était peut-être moins pour le poème que parce que elle était la fille d'un ennemi du peuple et elle n'aurait pas dû publier un poème. En revanche, là, c'est vraiment pour son poème. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est comment expliquez-vous qu'un texte comme ceci, somme toute, pas particulièrement violent et revendicatif, comment un tel texte a pu provoquer une telle réaction de la part de la censure? Le problème, c'est pas ça. Le problème est comment ce texte a été publié. Parce que il a été publié et c'est comme ça que tout a explosé. La réaction, c'est, il me semble, normal. D'ailleurs, non, ce que je veux dire est que tout le monde, après décembre 89, me demandait comment expliquez-vous que ces poèmes sont apparus dans les revues pour les étudiants.
et je ne savais pas parce qu'à l'époque, personne de la rédaction n'osait pas de discuter avec moi. Il était d'ailleurs déménagé dans des autres rédactions, des choses comme ça. Et j'étais interdit de publier. Et après la Révolution, après 89, plusieurs personnes m'ont dit que c'est eux qui ont publié. Je crois que c'était par hasard parce que c'était à la fin de l'année et c'était une revue pour les étudiants qui étaient en vacances. Et les rédacteurs sont allés aussi dans les montagnes pour écrire qu'est-ce qu'ils font les étudiants. Bien, la réaction... c'est normal dans le sens que toujours le lecteur était toujours en train de trouver encore plus qu'il n'existait pas dans la littérature. Il avait toujours l'espoir de trouver au Schopperle. Comment on dit en français, Schopperle? C'était le nom de quelque chose qui était contre, mais dit d'une certaine façon pour pouvoir passer. Eh bien, je veux vous dire que j'ai une autre expérience. Non, pas une autre. Parmi ces poèmes, il y a aussi un poème qui s'appelle Total, le tout, et qui est seulement une suite des notions, des substantifs qui ensemble représentent un portrait de l'époque. Eh bien, dans ces mémoires, Monsieur Paleologo, qui était à l'époque ambassadeur de la Roumanie à Paris, et a publié ses mémoires, il a raconté qu'il connaissait mon poème, mais tous ces poèmes ont été à être diffusés en samizdat, écrite par Lamen, et il a reçu ce poème d'une langue double que mon texte. Parce que tout le monde, c'était le mécanisme de la littérature populaire. Et tout le monde ajoutait encore une notion, et le texte était de plus en plus grand. Eh bien, c'était ça la liaison entre le poète et le lecteur. C'est pour ça que j'étais toujours demandé pourquoi je suis restée en Roumanie et je n'essayais pas d'émigrer. Parce que je me sentais capable de sortir de cette liaison forte, qui d'ailleurs était extraordinaire et qui d'ailleurs n'existe plus comme d'une telle force maintenant. Ouais. Bon. Alors, quelques années plus tard, vous avez à nouveau été interdite, mais pas d'ailleurs pour vos poèmes, on va dire, pour adultes, mais pour des écrits pour enfants, parce que vous êtes aussi une autrice de littérature dite enfantine. Mais entre ces deux interdictions, il y a toute une période pendant laquelle vous avez pu publier. Et en particulier, donc, l'autre recueil qui suit les poèmes de la revue Amphithéâtre dans les poèmes résistants, le recueil Étoile de Pourra. Dans ce recueil, il y a des poèmes qui sont, que je trouve, encore plus critiques et ouvertement critiques du régime, de la situation. Comment est-ce qu'on écrit sous la dictature? Comment est-ce qu'on s'auto-censure? Comment on fait pour passer à travers les mailles du filet?
Premièrement, pour le livre pour les enfants, la censure était moins ferme. Enfin, ils ne s'imaginaient pas qu'il y a la possibilité de faire quelque chose là. D'autre part, moi, j'en étais absolument sûre que personne n'observera. Ce n'était pas... après, je t'ai demandé comment tu as eu le courage. Mais je n'ai pas eu le courage. Non, j'étais irresponsable. Je croyais vraiment que personne ne sera pas capable d'observer. Et c'est encore un exemple que la révolte appartenait plus au lecteur qu'au poète, si on peut dire comme ça. Il y avait une tellement soif de vérité et des paroles contre qu'il était capable d'inventer, même là où n'existait pas. Et comme ici existait, et c'était aussi fait avec de l'humour, le livre est disparu dans quelques heures après l'apparition. Et c'est un détail significatif et amusant. Après, quand nous sommes arrivés à trouver les dossiers de sécurité, finalement, je n'ai pas découvert le mien. On semble que pour ceux qui étaient connus, pas seulement moi, Mircea Dinescu aussi, et des autres, ils ont eu la possibilité de détruire dans les jours de la Révolution les dossiers pour ne se trouver pas. Bien, ce que je veux dire est que je demandais toujours à l'institution de dossier mon dossier, qui n'était pas. Mais ils m'ont donné, à un moment donné, des pages qui se trouvaient dans des autres dossiers ou des dossiers de l'institution qui parlaient de moi. Et j'ai reçu un document vraiment intéressant. C'était un document par lequel le général Vlad, le chef de la sécurité, qui donnait comment on s'appelle, un ordre pour tout le pays, que le livre doit être interdit dans les librairies et qu'il faut le reprendre. Enfin, c'était un texte absolument banal, un ordre. Mais la réponse du chef de sécurité de Timișoara répondait avec une telle humilité en demandant pardon qu'il n'a pas été capable de trouver que 2 exemplaires. Il n'était pas évidemment coupable parce que les gens ont acheté le livre, mais il avait peur qu'il a trouvé seulement 2. C'est ça. Peut-être on pourrait faire une pause lecture. Est-ce que vous voudriez on va lire peut-être 2 poèmes d'Étoile de Proie, ce que vous voulez. 2 poèmes de Stea de Pradă, ce que vous voulez. Oui. La celălalt capăt. Totul neterminat. Sau numai mi se pare? Frunza aceasta n-ar fi trebuit să mai continue cumva?
sau fluturelui să-i se isprăvească într-un fel desenul de pe aripi. Dar liniile mele din palmă, evident numai schițe ale unui tablou abia început, totul neterminat și așteptându-și emoționat întregirea, care nu se poate distinge în orbitoarea lumină de la celălalt capăt. À l'autre extrémité, ensemble inachevé, ou n'est-ce qu'une impression? La feuille qui est ici ne devrait-elle pas continuer là-bas d'une façon ou d'une autre? Le dessin qui orne les ailes du papillon, ne faudra-t-il pas l'achever? Et pour les lignes de la main, est-ce que ce ne sont pas de façon évidente les esquisses d'un tableau à peine commencé? Ensemble inachevé, qui attend toujours, dans l'émotion, d'être intégré, dans le tout impossible à distinguer, de la lumière éblouissante qui attend à l'autre extrémité. Tatăl, nu eu hotărăsc. Atomii se fac nisip, nisipul formează pietricele, pietricelele se transformă în litere, literele încolțesc, dau muguri, rotesc cuvinte, cuvintele se fac animale, se împerechează și nasc. Nu eu hotărăsc. Niciodată când văd o vorbă gravidă, nu știu cine e tatăl. Le père, ce n'est pas moi qui décide. Les atomes se changent en sable, le sable forme des cailloux, les cailloux deviennent des lettres. Quant aux lettres, elles germent, puis donnent des bourgeons qui font des moissons de mots. Et les mots se font animaux quand ils s'assemblent en couple, ils conçoivent des enfants. Ce n'est pas moi qui décide. Lorsque j'aperçois une parole enceinte, je ne sais jamais qui est le père. Remember, toți, orașul, țara, planeta, dormeau. La urma urmei, ce altceva ar fi putut face? Mă întrebam și priveam înduioșată cum dorm, unii cu eleganță și grație, alții groțolani lăbărțați peste ceilalți, alții zvârcolindu-se, munciți de coșmaruri, de remușcarea că dorm, alții dimpotrivă fericiți că au reușit în sfârșit cu neuroleptice, cu exerciții de yoga să doarmă. O mare de trupuri inerte, acoperind până în zare străzile, văile, munții, pe valurile căreia oricine, cu singura condiție să fie tras sau cel puțin somnambul, ar putea înainta. Dar spre ce? O mare fără țărmuri, inertă, aproape moartă. Aproape moartă? Și deodată m-a cuprins o spaimă nebună că nu vor mai fi în stare să se trezească în sori, că vor uita până atunci gesturile trezirii, că vor uita chiar și somnul, această ultimă dovadă a ființei. Și am început să le strig, vă implor, vă conjur, nu uitați că dormiți, aduceți-vă aminte că sunteți în viață. Remember, tous, villes, pays, planètes,
dormait. Finalement, que pouvait-il faire d'autre, me demandai-je. Et attendri, je les regardais dormir. Les uns avec élégance et grâce, d'autres grossièrement avachis sur leurs voisins, d'autres encore agités, tourmentés par des cauchemars ou par le remords de dormir. Mais certains, au contraire, paraissaient pleinement heureux d'être arrivés au bout du compte, grâce aux neuroleptiques, aux exercices de yoga, à s'endormir. Une mer de corps immobiles, recouvrant jusqu'à l'horizon les rues, les vallons, les montagnes. Sur ces vagues, n'importe qui, à condition d'être éveillé ou à tout le moins somnambule, pourrait se laisser porter. Vers quoi, en fait? Une mer sans rivage, inerte, presque morte. Presque morte? Et voilà que tout à coup, une folle peur m'a saisi, la peur que l'aube venue, ils ne soient plus capables de se réveiller, qu'ils aient oublié jusqu'au geste du réveil et même jusqu'au sommeil, cette ultime preuve de l'être. Et je me suis mise à leur crier: je vous en conjure, oui, je vous implore, n'oubliez pas que vous dormez. Souvenez-vous, vous êtes en vie. Voilà donc trois exemples de ce recueil Étoile de proie. Je crois qu'il montre abondamment que la poésie d'Anna Blandiana de cette époque n'est pas seulement une poésie engagée, une poésie de résistance. Remember, clairement, en est une. Mais les autres, les deux premiers, ce sont des poèmes qui auraient pu être publiés à n'importe quelle époque, dans n'importe quelle circonstance. Ce sont des poèmes qu'on a qualifiés plus tard dans le 3e volume de méditatifs. La poésie d'Anna Blandiana, je crois que ce qui la caractérise le plus, c'est que c'est une poésie méditative. Le président de l'université tout à l'heure a dit une poésie qui pose des questions plus qu'elle ne donne de réponses. Et j'aurais tendance à dire que la poésie d'Anna Blandiana, elle est toujours une poésie méditative. C'est simplement le contexte dans lequel cette méditation se déroule, c'est que le contexte change. Vous voulez ajouter quelque chose? Non. Non. Je voulais demander si nous passons On peut. à des poèmes. On peut. Alors, justement, on va peut-être passer par cette transition aux poèmes méditatifs, qui sont ceux dont certains me disaient « Oh, à quoi ça sert? La dictature est tombée. » Et vous allez voir que, 1, c'est toujours de la poésie, et que 2, le lien, il y a une continuité entre cette poésie d'avant 89 et la poésie d'après 89. Le contexte a changé, les thèmes peuvent être un peu différents, mais c'est toujours une réflexion sur la vie, sur la mort, sur l'écriture, sur la spiritualité, sur la place, notre place sur Terre. Et il y a toujours des motifs pour protester. Et il y a toujours des motifs pour protester, absolument. Nord. Puterea soarelui, refuzând echilibrul cu noaptea, lumină neliniștitoare, așa cum binele pur este amenințător, dovadă că omenirea și-a condamnat la moarte nu atât criminalii cât sfinții. Nord. L'ardeur du soleil qui refuse le partage avec la nuit. Lumière inquiétante, tout comme est menaçant le bien pur. Preuve que l'humanité a condamné à mort les criminels moins souvent que les saints.
Apollo. Vino tras de delfini, cu citerea în mâini, printre valuri mereu călătoare venind să contemple zeul unor altare cu statui și stăpâni și cu oase uscate la soare de temple. Vino lin lundecând printre morții de piatră, ferecați în muzee, fără milă admirați, pe când greul pământului de sub marmure latră, hexametri uitați. Vino, Doamne, să vezi poezia săracă și poeții căzând sub istorie blestem. Vino, gol și frumos, și de ție frig îmbracă haina strâmtă acestui poem. Apollon, viens, tiré par les dauphins, cithare à la main, sur les ondes, éternelle voyageuse, accourant pour contempler le Dieu des autels, avec ses statues, ses prêtres et les ossements de ses temples brûlés de soleil. Viens doucement, glissant parmi les morts pétrifiés, enfermés dans les musées et qu'on admire sans pitié, tandis que sous le marbre, le poids de la terre aboie les hexamètres oubliés. Viens, Seigneur, et vois la pauvre poésie et les poètes tombés sous la malédiction de l'histoire. Viens en splendide nudité. Et si tu as froid, revêt le manteau étriqué de ce poème. Bătrâni și tineri, toți stângaci, nu încă unii, iar ceilalți numai, și în sâmburele din sâmburul din care mă desfaci, un biet adult se înmulțește. Vai, ce jalnic, fragmentați și fără miez, timp depărtați egal de mine, o, Doamne, spune-mi unde să mă așez, când toate vârstele îmi sunt străine și în zadar copilul care sunt caută speriat un timp cărunt, ba chiar mergând cu gândul mai departe o cât mai luminoasă moarte, dar nu găsește disperat decât o nemurire în care e urât. Jeunes et vieux, tous maladroits. Pour certains, pas encore. Pour d'autres, plus jamais. Et dans le noyau auquel tu m'arraches, un pauvre adulte se multiplie. Hélas, quel pitoyable fragment dépourvu de substance, que ces temps aussi éloignés de moi l'un que l'autre. Ô Seigneur, dis-moi, où est ma place ? Quand tous les âges me sont étrangers. En vain, l'enfant que je suis cherche, apeuré, un temps grisonnant, voire allant plus loin dans le rêve, la plus lumineuse des morts. Mais désespéré, il ne trouve qu'une immortalité qui lui est odieuse. Après cette petite période de lecture, je voudrais poser une question à Anna. Ces trois poèmes qu'on vient de lire sont extraits d'un recueil intitulé « Le soleil de l'au-delà », publié en 2000. Avant ça, le seul recueil de poésie
qui ne soit pas une anthologie reprenant des poèmes anciens, a été publié en 1990, dans les mois qui ont suivi la chute du régime. Ce qui veut dire que pendant 10 ans, de 1990 à 2000, vous n'avez pas publié de poésie nouvelle. Je crois savoir pourquoi, mais peut-être que vous pouvez expliquer brièvement pourquoi, pendant 10 ans, vous n'avez pas écrit, ou publié en tout cas, de poésie. C'est vraiment une question très grave. Et c'était une décision, une période de ma vie extrêmement grave et difficile. Pendant la Révolution, mon nom j'étais interdit dans la dernière période d'avant. Et dans le premier message de centre du pouvoir, quand on a annoncé ceux qui ont pris le pouvoir, on a annoncé qui a pris le pouvoir, ils ont lu une liste de personnes qui font partie, qui sont au pouvoir, qui représentent les personnes responsables de la nouvelle ère. Ça s'appelait le Front de Salut National. Exactement. Et après le nom de Doina Cornea, qui était la personne la plus courageuse, et son nom est connu aussi en France, après son nom, c'était mon nom. J'étais la deuxième. Moi, je me trouvais dans les foules, sur les rues. Enfin, c'est long de vous raconter l'atmosphère de vraie révolution, même si tout est discutable, sur lequel nous étions ivres de liberté, vraiment. Et après la fuite de Ceausescu, j'ai entendu mon nom et j'étais absolument, premièrement, effrayée, étonnée. Puis, enfin, au premier moment, je n'avais le sentiment que je dois protester. J'ai compris qu'ils ont pris des noms connus et respectés, enfin. Mais les choses sont allées d'une telle façon que entre-temps, ils m'ont proposé d'être vice-président du pays, du Front du Salut National, qui était le gouvernement. J'ai refusé parce que j'avais le sentiment que quelque chose n'est pas en règle. J'ai refusé, puis je démissionnais dans une semaine de cet organisme. Et puis, je suis tombée dans la situation d'avant, quand j'étais l'ennemi public. C'était là, on a commencé de me jeter mes livres rompus et sales, enfin, dans la cour. C'était une période terrible, la première partie de l'an 90. Mais et dans peu de temps, tout le monde a compris que le pouvoir en Roumanie a été pris par la même catégorie morale, humaine et politique qu'avant, sauf la famille Ceausescu. Et dans cette situation, mais en présence de la liberté, parce que c'était ça la grande différence, et parce qu'avant,
nous tous, on se sentait coupables que nous pouvons... C'était impossible de faire quelque chose parce que la solidarité n'est pas possible. Il y avait même un décret par lequel les formations de plus de 3 personnes étaient interdites. Ça, par loi. Et sans solidarité, aucun geste était sans résultat et sans conséquence. Eh bien, dans cette situation, je veux dire, dans la présence de liberté, quand la solidarité est devenue possible, j'ai eu le sentiment que si maintenant, quand la situation était presque la même et tout devait être changé, ne faire rien est une preuve que je suis coupable aussi pour le fait que je ne fais pas suffisamment contre avant. Et dans cette situation, je suis entrée, pas dans la vie politique, mais j'ai organisé l'Alliance civique, qui était la première association de la société civile de Roumanie, avec plus de 100 000 membres. Et cet organisme qui était toujours ce qui organisait des protestes et qui a convaincu les partis démocratiques de s'unir contre le parti qui était la continuation du parti communiste d'avant et qui se trouvait au pouvoir. Je suis entrée dans cette lutte pour 10 ans. 10 ans dans lesquels j'ai eu le sentiment que l'histoire est plus importante que l'histoire littéraire, si on peut dire comme ça. Et j'ai eu le sentiment que que je dois faire ça, même si je ne serai plus capable de me retourner à la littérature. Et ma plus grande victoire sur moi et sur mon destinée et que j'ai été capable de rentrer en mon destin après 10 ans. J'ai quitté. Et pendant cette période-là, j'ai refusé de candider sur la liste des partis. J'ai refusé de candider à la présidence, comme on m'a proposé, parce que tout le temps, j'avais le sentiment que j'avais une grande influence et c'était mon devoir d'utiliser cette influence qui a commencé par être littéraire et est devenue entre-temps politique. Il fallait que pour le bien et pour le pays, que je dois utiliser et renoncer à mon temps d'écrire. Mais non, entrer en politique est tout à fait autre chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors je ne sais pas si cette comparaison est arrivée en Roumanie, en tout cas en Europe occidentale, quand on parle de vous, vous êtes souvent comparé à Václav Havel. La différence, c'est que vous n'avez pas voulu être présidente de la République roumaine, mais ce qui est intéressant, c'est que Václav Havel a fait exactement ou subi exactement la même pause de 10 ans dans sa production littéraire. Du jour où il a été élu président de la République tchécoslovaque et ensuite de la République tchèque, il a cessé d'écrire et de publier. Ça a duré 10 ans avant qu'il reprenne. Voilà. Donc il y a peut-être des circonstances parfois qui obligent à faire autre chose. Dans le
peu de temps qui nous reste avant que je vous donne la parole, je voudrais qu'on parle des poèmes amoureux. Les poèmes amoureux, il n'y a pas beaucoup de recueils d'Anna Blandiana dont on peut dire qu'ils sont essentiellement des poèmes d'amour, et même ces poèmes d'amour ne sont pas des poèmes d'amour comme on a l'habitude d'en lire. C'est pas forcément le genre de poème que vous allez recopier pour offrir à votre chérie le jour de la Saint-Valentin. Ce sont aussi des poèmes méditatifs, mais des poèmes qui méditent sur l'amour, sur le couple, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux recueils, alors des poèmes d'amour dispersés comme ça au gré de tous ces recueils, il y en a. Mais ces deux recueils ont été écrits et publiés à 40 ans de distance. Octobre, novembre, décembre en 1974, je crois, 12. Et Variation sur un thème donné en 2018. La différence fondamentale était qu'en 2018, l'époux de Anna était décédé depuis 2 ans et que ce recueil est en fait une conversation avec son époux qui n'est plus là. Quelques mots sur ces deux recueils avant qu'on lise quelque chose. Vous voulez dire quelque chose sur Non. Oui. Non, sur la première, c'était normal d'écrire des poèmes d'amour. J'étais amoureuse. Et, oui, c'était la normalité. L'histoire, je peux dire sur le dernier volume qui, je crois, qui a eu le plus grand succès de mes livres de poèmes, dans moins d'un an et après la publication en roumain, il a été traduit en 6 pays européens, je crois. Oui, c'est vraiment une histoire. Je n'ai pas écrit ce poème comme poème. Je n'avais pas l'idée de faire un livre de poèmes. J'étais tout simplement désespérée à la mort de mon mari et enfin c'était ma forme de me sauver. Et preuve que j'ai publié le livre seulement 2 ou 3 ans après Le Monde, quand je l'ai écrit, et quand toutes les choses se sont tassées et j'ai compris que quand même ils sont poèmes. Mais ce qui est extraordinaire dans ce livre, et je peux dire comme ça, c'est pas un louange, c'est une paradoxe, c'est que même s'il est un livre sur la mort, on fait sur l'inexistence de la différence entre vie et mort, l'inexistence de la frontière. Mais quand même, on parle toujours avec un personnage qui n'est plus en vie. Tout le monde m'a dit que c'est un livre lumineux, optimiste. Et ce qui a été vraiment extraordinaire, ça m'est arrivé premièrement à Bucarest, et puis le fait se répétait à Rome au lancement des livres en italien, ce que les gens venaient pour prendre des autographes avec plusieurs exemplaires. Et il disait, je vous en prie, un livre pour moi, une signature pour moi, mais aussi un livre pour un ami qui a perdu son enfant, ou un autre qui a perdu son père. Et j'avais le sentiment que je vends des médicaments, pas de poèmes. Et ce sentiment de l'utilité pratique de la poésie, je n'ai pas eu jamais avec ce livre. Je lis premièrement de poèmes de la jeunesse,
Îți mai aduce aminte plaja acoperită cu cioburi amare pe care nu putea merge desculți? Felul în care te uitai la mare și spuneai că mă asculți? Îți amintești pescărușii isterici rotindu-se în dangătul clopotelor unor nevăzute biserici cu hramuri de pești? Felul în care te îndepărtai alergând înspre mare și îmi strigai că ai nevoie de depărtare ca să mă privești? Ninsoarea se stingea amestecată cu păsări în apă, cu aproape bucuroasă disperare priveam urmele tălpilor tale pe mare și marea se închidea ca o pleoapă peste ochiul în care așteptam. Te souviens-tu de la plage couverte de débris amers sur laquelle nous nous pouvions marcher pieds nus? La façon dont tu regardais la mer en me disant « je t'écoute ». Te rappelles-tu les mouettes hystériques tournoyant dans le joyeux carillon d'églises invisibles qui toutes portaient des noms de poissons? La façon dont tu partais en courant vers la mer, me criant qu'il te fallait de la distance pour mieux me regarder. Les flocons de neige mêlés aux oiseaux se consumaient dans l'eau. Avec un désespoir presque joyeux, je regardais la trace de tes pas dans la mer, et la mer se refermait comme une paupière sur l'œil dans lequel je t'attendais. Cândva arborii aveau ochi, pot să jur, știu sigur că vedeam când eram arbore. Îmi amintesc cum mă mirau ciudatele aripi ale păsărilor care îmi treceau pe dinainte, dar dacă păsările bănuiau ochii mei, asta nu-mi mai aduc aminte. Caut zadarnic ochii arborilor acum. Poate nu-i văd pentru că arbore nu mai sunt. Sau poate au coborât pe rădăcini în pământ. Sau poate, cine știe, mi s-a părut numai mie. Și arborii sunt orbi dintr-un început. Dar atunci, de ce când trec de ei aproape, simt cum mă urmăresc cu privirile într-un fel cunoscut? De ce când voșnesc și clipesc din miile lor de pleoape, îmi vine să strig, ce-ați văzut? Autrefois, les arbres avaient des yeux. Je le jure, je sais parfaitement que j'y voyais quand j'étais un arbre. Je me rappelle combien m'étonnaient les oiseaux qui passaient devant moi avec leurs étranges ailes. Mais les oiseaux devinaient-ils mon regard? Ça, je ne m'en souviens plus. Aujourd'hui, je cherche en vain les yeux des arbres. Peut-être ne les vois-je pas parce que je ne suis plus un arbre. Ou peut-être sont-ils descendus dans les racines, sous terre. Ou peut-être, qui sait, ces yeux n'étaient-ils que le produit de mon imagination? Et les arbres auraient été toujours aveugles. Mais alors, pourquoi? Lorsque je passe près d'eux, ai-je la sensation familière qu'ils me suivent du regard? Pourquoi, lorsqu'ils battent en bruissant de leurs milliers de paupières, ai-je envie de crier « Mais qu'avez-vous donc vu ?» Encore deux poèmes du dernier livre d'amour. Țin minte că m-am întrebat odată dacă noi avem doi îngeri păzitori. Pentru că, fiind mereu împreună, ar fi fost o risipă. Unul singur ne-ar fi fost de ajuns.
Nu-mi trecuse prin minte că am putea să ne despărțim și atunci îngerul să fie obligat să opteze. Sau poate unul dintre noi să renunțe. Spune drept, nu-ți pare rău că mi l-ai lăsat numai mie? Je me rappelle t'avoir demandé un jour si nous avions 2 anges gardiens, parce que, comme nous étions toujours ensemble, ça aurait été du gaspillage, un seul suffisait. Il ne m'était pas venu à l'esprit que nous pourrions un jour être séparés. Et l'ange alors serait obligé de choisir. Ou peut-être l'un de nous devrait-il s'en passer. Dis-moi franchement, n'es-tu pas triste de m'avoir laissée pour moi toute seule? Fără tine, lumea îmi pare deodată mai mare și mai fără rost, ca o cameră nemobilată, ca și cum ar fi căzut câțiva pereți fără de care nu mai știu să spun cum a fost. Știu doar că nu se vede nimic până în zare, fără să înțeleg zarea ce e de fapt. La fel de străin, de trecutul în zadar, de viitorul sumar, prezentul nu mi-e un dar, ci un rapt. Sans toi, le monde me semble soudain plus grand et plus vide de sens, comme une pièce sans meubles, comme si on avait abattu des cloisons sans lesquelles je ne sais plus dire comment c'était avant. Je sais seulement qu'on ne voit rien à l'horizon, sans comprendre ce qu'est en fait l'horizon. Aussi étranger que le passé rendu vain, que l'avenir sommaire, le présent ne m'est pas un don, mais un rapt. Merci beaucoup, Anna. Merci. Vraiment, cette merci pour Jean Possé comme pour Hélène Lenz, ce n'est pas une forme de politesse. Je crois vraiment que le traducteur et l'auteur de l'œuvre qu'elle a traduite pour la langue respective. C'est clair que vous qui n'avez pas compris le roumain, pour vous ce sont les paroles de Jean Poncet ou d'Hélène Lenz qui sont devenues poésie en français. Et dans ce sens, je suis non seulement pleine de chance, mais aussi très reconnaissante. Puisque l'on est au remerciement, je pense qu'il faut également remercier l'éditeur, Jacques André, parce que l'édition de poésie n'est pas chose facile en France, ni nulle part, je pense. L'édition de poésie roumaine, même pour une grande poète comme Anna Blandiana, en France, c'est difficile aussi. Les auteurs comme les traducteurs, si ce qu'ils écrivent n'atterrissait pas dans un livre imprimé que les lecteurs puissent avoir sous la main, bien nous serons muets. Et donc, merci, Jacques André. Il faut que l'éditeur être poète aussi. Aussi. Nous avons trouvé. Ça aide. Dans les remerciements, je crois que nous avons oublié la ville de Iași, qui a permis à Jean Poncet de finir la traduction du tome 3. Et je crois que cet apport a été assez important. La ville de Iași n'est pas seulement un mot de 4 lettres pour aider les cruciverbistes, c'est une ville absolument magnifique. Voilà. Merci. Maintenant, je voudrais, pour
quelques minutes, vous laisser la parole, ou en tout cas vous laisser poser toutes les questions ou dire tout ce que vous avez envie de dire à Anna Blandiana. Je peux même me déplacer avec le micro. Bonsoir. Je suis parmi ceux qui, dans les années 80, s'est penché en cachette sur vos vers. Donc, ces vers nous émerveillaient, nous faisaient trembler, pleurer, rire et nous remplissaient d'un espoir énorme. La croisade des enfants, ou la vie des plantes, des mots en velours qui frappaient pourtant comme la force d'une foudre. Alors, entre nous, nous disions, elle a deux armes invincibles, les talents et la force. Et alors, vous êtes devenu notre icône. Excusez-moi, Anna, mais j'ai l'impression que votre prose est laissée un peu trop à l'ombre par rapport à la poésie. Je suis très impressionnée par la lecture récente de ce journal Mai mult ca trecutul, plus que le passé. Et dans ce livre, j'ai trouvé quelle révélation! Notre icône vivait comme tout le monde. Vous partagiez comme moi-même les sacs de patates ou les kilos de riz ou kilos de sucre avec vos amis ou vos voisins. D'après moi, ce livre devra être lu par tous les Roumains, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Pour les parents, qu'ils n'oublient pas ce qu'ils ont vécu, pour les jeunes, pour connaître à la source une triste page de l'histoire de la Roumanie. Alors, j'aurais une seule question. Est-ce que l'idée, plutôt les désirs d'écrire un livre, un roman, dans lequel l'action se passe dans la société roumaine actuelle, ne vous travaille pas? Moi, je suppose qu'un tel livre, un peu une réponse ou un dialogue avec l'ancien roman Les tiroirs bourrés d'applaudissements, pourra représenter une sonnerie, une sonnette, un signal, surtout pour l'élite intellectuelle roumaine. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité. Merci. Merci pour m'avoir écouté et pour votre réponse et peut-être pour votre livre. Merci. On a dit que c'est une icône. Nu vrei să înscrii? Oui, une icône qui... Nu te aud, spune mai tare, că nu te înțeleg. Est-ce que vous devrez écrire un roman sur la société roumaine actuelle et depuis la seule personne qui peut faire ça? Est-ce que... Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu songes, est-ce que tu pourrais écrire un roman sur la société roumaine actuelle? Oui. J'ai commencé à écrire de la prose après environ 30 ans, quand j'ai eu déjà 4 ou même 5 livres de poèmes. Et je suis passée à la prose
j'avais le sentiment que j'ai le devoir de dire plus sur le monde, sur la société d'autour de moi, qui était de plus en plus terrible. Et d'un part, j'avais une sorte de peur que toute cette laideur peut faire mal à la poésie. Je ne voulais pas laisser dans la poésie d'entrer tout le mal qui était en société. Je ne voulais pas transformer ma poésie seulement dans des poésies résistantes. D'une part. D'autre part, je voulais dire plus et plus concrète de ce que nous vivons tous. Et alors, je commençais à écrire de la prose. Ce qui est bizarre même, étrange de toute façon, et que moi j'avais l'intention d'écrire de la prose réaliste, le plus réaliste il est possible, de décrire la mauvaise société dans laquelle j'étais. Mais sans mon avis et même d'une certaine façon contre moi, la prose que j'ai commencé à écrire est devenue une prose fantastique. Mes premiers 2 volumes des proses sont des proses fantastiques. Et même le roman que j'écris après, c'est un roman que j'écris dans la période quand j'étais pour la 3e fois et la dernière fois interdit, dans lequel j'ai donné un sens à toute la souffrance. Enfin, j'avais le sentiment que la vie devient moins absurde si elle entre dans le roman et reste là. Mais même le roman est fini par devenir, dans sa dernière partie, fantastique. C'était une sorte de vengeance de la poésie qui transformait même la prose en quelque chose sur les essences, pas sur le fait, seulement sur le fait concret. Pour arriver à votre question, dans les dernières années, j'ai écrit beaucoup de livres, j'ai écrit des livres et des essais en prose, mais à la prose même, je ne suis pas retournée. Et c'est mon rêve, parce que d'arriver de nouveau à la prose, pas parce que je considère que la prose est quelque chose de plus important, au contraire, mais seulement par la prose, j'ai le sentiment que je suis écrivain professionnel. En écrivant des poèmes, jamais je ne sais quand j'ai fini un poème qu'il y aura un autre. Parce que c'est pas moi qui décide. Vraiment, je n'osais pas de dire ça si plusieurs grands poètes avant moi dans toute l'histoire de la poésie n'ont pas dit déjà ce sentiment qu'il arrive de dire des choses qu'ils n'ont pas pensées et que c'est un autre au-dessus de qui a décidé qu'ils doivent écrire des poèmes. Eh bien, mais et exactement pour ça, c'est une terrible
insécurité, si on peut dire comme ça. Jamais, je ne sais si je suis encore poète, si je suis encore capable d'écrire. Tandis que la prose, c'est quelque chose tellement clair. Je me mets à la table, j'écris des heures, puis quand je suis trop fatiguée, quand j'ai mal à la main ou à la colonne, je m'endors et le matin, je recommence, je lis la dernière phrase et je continue. C'est quelque chose constructive et claire. Et c'est un extraordinaire sentiment d'indépendance. Comme prosateur, je me sens moi-même l'auteur de mes livres, tandis que le poème, parfois, j'ai le sentiment que c'est quelque chose malhonnête, que mon nom se trouve là à la fin d'un poème qui m'est venu tout simplement. Je n'ai pas un mérite en poésie. C'est ça l'explication pour laquelle j'espère encore d'arriver de nouveau d'écrire de la prose. Mais dans le dernier temps, ma vie est tellement compliquée. Je continue à conduire le mémorial des victimes du communisme, qui est devenu une institution internationale et de plus en plus avec des relations internationales, des problèmes. D'autre part, comme c'est tourné en France, je suis toujours pour le lancement d'un livre, pour un festival de poésie, pour enfin en Hong Kong, en Amérique latine, et comme ça. Et c'est vraiment un rêve de rester chez moi à ma table d'écriture et d'écrire de la prose. Ça fait 5 ans qu'elle me dit « Je ne voyage plus, je vais rester à la maison et écrire ». Et elle a accepté une tournée de rockstar. Encore une question peut-être, et puis après, on va arrêter, mais vous aurez les livres qui sont là et que Anna Blandiana pourra dédicacer si vous le souhaitez. Est-ce que quelqu'un voudrait encore poser une question? Oui. Bonsoir. Oui. Bonsoir de ce côté-là. Merci beaucoup pour le partage de ces belles idées ce soir. J'ai une question, puisqu'on est dans un temple académique ici, et je me demande, j'aimerais avoir votre avis sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le monde de la littérature, la poésie, la prose. Est-ce que vous pensez que ça peut être quelque chose de dangereux à l'avenir ou pas, ou c'est un outil pour créer d'autres choses? La création par l'intelligence artificielle. Excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Je n'entends pas très bien. Credeți că... Est-ce que l'intelligence est un danger pour la littérature? Pot să spun în românește, credeți că inteligența artificială poate să dăuneze poeziei? Je crois que je suis arrivée à la conclusion que, au contraire, je crois que la poésie, la vraie poésie, la poésie faite par des êtres humains, sera une sorte d'instrument pour prouver que les gens sont capables de faire les choses que les robots ne sont pas capables. Parce que, écoutez, c'est clair que l'intelligence artificielle est capable de faire des poèmes. Je racontais à mon ami hier, je crois, comme je demandais il y a quelques jours enfin, c'est une amie m'a connaissait l'adresse de l'intelligence artificielle sur ordinateur et elle a dit une question et je dis
demande-lui s'il est capable d'écrire des poèmes. Et il a répondu, je suis capable d'écrire et a dit 20 langues, 20 façons d'écrire, ironique, méditative, amoureux, enfin, et maintes formes poétiques. Et m'a dit, choisis. Et je dis, écris un sonnet. Et il a écrit un sonnet en 2 secondes. Il m'a demandé, vous êtes contente? Et j'ai répondu, non tellement, parce que c'est vrai qu'il est correct, absolument correct, les vers, les rimes, sont surtout les règles. Mais je dis, il a un air démodé. C'est une sonnette comme au commencement du XXe siècle. Est-ce que tu peux, j'ai demandé, écrire un sonnet moderne, parce que moi, comme poète d'aujourd'hui, j'ai écrit aussi des sonnettes, mais qui sonnent comme une poésie moderne, pas comme le vôtre. Et ce qui était extraordinaire, et qu'il a donné immédiatement un autre sonnet, qui était vraiment plus moderne, mais qui était sur... le sujet était sur les prisonniers politiques en communisme. Et j'étais vraiment... Comment il a... pourquoi ce thème? Et finalement, j'ai compris que ma collègue qui était sur son ordinateur était historienne, était spécialiste dans la répression communiste. Et elle a eu des relations avec l'intelligence. Et lui, qui venait de cette adresse, a dit « Ah, ils m'ont demandé quelque chose de moderne, voilà, sur... leur thème. » Eh bien, c'est vrai, il était capable d'écrire des sonnets parfaits, mais le poète, les grands poètes savent, et les vrais lecteurs savent aussi que la poésie n'est pas faite des paroles qu'elle compose, mais du silence d'entre les paroles. La seule définition que je peux penser de la poésie est que c'est l'entêtement d'exprimer l'inexprimable. Ce mystère qui contient la poésie, c'est ça la poésie. C'est ça, ce mystère, le fait d'être égal de la foi, par exemple, et même je vous ai dit que dans le dernier pan, les gens qui sentent le vide de l'absence de la foi arrivent à la poésie et vont au festival de poésie pour remplacer pour quelque chose. Eh bien, cet désir d'exprimer l'inexprimable, qui est le vrai sens de l'existence de la poésie, ne peut pas être par l'intelligence artificielle, comme je crois que ni la souffrance de laquelle surgit la poésie en général, il ne peut pas sentir vraiment. De toute façon, je crois, je suis effrayée en général, pas pour la poésie, pour toutes les autres choses de cette arrivée de l'intelligence artificielle dans notre vie. Mais je crois que la méthode, je crois que l'humanité aura la sagesse de cultiver dans l'avenir
les choses qui sont déçues de la technicité, et parmi lesquelles se trouve aussi la poésie. Et dans ce sens, je crois qu'il y a un avenir de la poésie. Bien, je crois que nous allons conclure sur ces paroles, cette projection vers l'avenir et cette parole finalement optimiste qu'il y a un avenir pour la poésie. Je vous remercie pour votre présence. Je remercie également l'université de nous avoir accueillis. Et il va falloir que nous quittions, que nous libérions cet auditorium. Avant de partir, et au passage, vous pouvez demander à Anna de vous dédicacer un livre si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Pour ceux qui n'auraient pas eu assez ce soir de Anna Ablandiana, demain soir, à l'Université catholique, nous avons une autre possibilité de rencontrer Anna Ablandiana et de lire d'autres poèmes et de lui poser d'autres questions. Merci beaucoup.